me dérange. Ça fait combien de mois que je n'ai pas publié. Car prenez-moi comme ça. Je vais super bien. Bienvenue sur ma page. Aux nouveaux abonnés, bonjour. Et bienvenue chez vous, en fait. Je m'appelle YouTube, en fait, et je parle majoritairement du cinéma. Alors, avant de continuer, avant de commencer de recommencer à faire mes critiques cinématographiques, j'avais parlé d'un thème particulier qui s'appelle le country branding. Et je pense que c'est essentiel pour comprendre dans quel procès, dans quelle vision en fait j'ai créé cette page. Le country branding, c'est une spécialisation de la communication publique qui consiste à la valorisation, à la promotion de l'identité culturelle d'un pays, mais aussi à la promotion à la construction et la promotion de sa réputation, de telle enseigne qu'elle puisse attirer des investisseurs, elle puisse attirer ce pays, autant pour moi, puisse attirer des investisseurs, puisse attirer des touristes, mais aussi des expatriés compétents en fait, qui vont avoir un impact essentiel dans son développement, que ce soit socio-économique ou socio-culturel, ça dépendra. Et ce principe de country branding utilise les différents procédés, les différentes techniques de marketing, spécifiquement de branding. Ce principe, cette spécialisation de la communication publique, en fait, du marketing public, en réalité, utilise différentes plateformes d'expression. Les plateformes d'expression, en réalité, sont ces plateformes-là qui permettent de promouvoir, de présenter ou de générer cette attractivité autour de cette nation. On aura donc différentes plateformes. On aura la gastronomie, on aura la technologie. Quand je parle de gastronomie, je vais parler spécifiquement de la France, qui est reconnue pour sa gastronomie, pas particulièrement particulière, mais les procédés de marketing qui ont été utilisés pour valoriser la gastronomie française étaient basés sur le principe du country brand, de cette valorisation de l'identité culturelle. Et l'identité culturelle d'un pays justement, la gastronomie fait partie de l'identité culturelle de ce pays-là. On va aussi parler, je vais parler de la technologie, avec l'Allemagne. L'Allemagne est connue, non, avec le Japon, les États-Unis, la Chine, sont des pays connus pour leur expertise au niveau technologique. Je vais parler de l'automobile. Dans le cas de l'automobile, on va clairement connaître en fait. On va clairement reconnaître l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays expert en fait dans la construction. Pas expert dans la construction de l'automobile en soi, mais dans la qualité de la construction de l'automobile, dans sa qualité constructive en fait, lorsqu'on parle de l'automobile. Je vais parler de l'Italie spécifiquement avec ce côté touristique, mais le côté créatif en fait de la qualité. Pas la qualité italienne, mais la sophistication et la recherche du détail. On appelle ça le détail au niveau italien. Ça sera vraiment la créativité, la sophistication, le côté raffiné en fait. Lorsqu'on parle de l'Italie, ce sont ces termes-là qui sont associés à ce pays-là. On va parler de l'Angleterre parce que l'Angleterre spécifiquement, ça sera dans la mode, ça sera dans les grands mouvements sociaux. À chaque fois, ça sera dans la mode. Beaucoup de personnes vont dire non, la plateforme de la mode, c'est la France. Jamais, ça n'a jamais été la France, ça n'a jamais été Paris. En réalité, la vraie plateforme de la mode, c'est l'Angleterre. Parce que pourquoi c'est la plateforme de la mode? Parce que la majeure partie des mouvements sociaux, la majeure partie des transformations sociales arrivaient des bas-fonds londoniens, c'est-à-dire lorsqu'il y avait un mouvement social, que ce soit l'indépendance, le féminisme, l'indépendance de la femme, ou bien on appelle ça comment, le mouvement Boro et consort, ça venait, ou bien le mouvement, on va dire, pas scottish en fait, ce côté mi-homme, mi-femme qui a eu pendant les années 30, dans les années avant-guerre, avant de la deuxième guerre en réalité, ça venait des bas-fonds de Londres en fait. La majeure partie des tendances de mode, pratiquement toutes les tendances de mode en réalité sont nées
de l'Angleterre parce qu'ils arrivaient, ils naissaient avec un mouvement, un nouveau modèle de pensée en fait. Donc ça arrivait en Angleterre. Après, qu'est-ce qui a fait à ce qu'on dira que Paris c'est la plateforme tournante de la mode? Parce que simplement un styliste anglais, il s'appelait Tom ou Joe, je ne me rappelle pas trop. Il est quitté de l'Angleterre, il est arrivé en France, en fait, dans la cour française. Et il s'est rendu compte que la majeure partie des styles étaient intégrés, étaient instaurés, le style vestimentaire était instauré par la royauté. Alors il s'est dit non, normalement c'est au travail du styliste en fait d'instaurer le style de la cour. Il a donc commencé à créer les premiers défilés de mode. C'est de là que vont sortir les premiers tours modèles, les premiers mannequins, les premiers défilés de mode. C'est pour cela qu'on va dire que la France, c'est la plateforme de la mode. Paris est la capitale de la mode. Ce n'est jamais le cas. C'est simplement la première ville où a eu lieu les premiers défilés de mode. Mais le créateur, lui, venait de Londres. Voilà. Les bas-fonds de Londres spécifiquement. Donc, on va parler de ça. Aux États-Unis, on va parler du cinéma spécifiquement parce que on va parler de Hollywood. On va parler aussi de la puissance militaire. On va parler de la puissance technologique. On va aussi parler de free spirit. La pensée, la puissance de la pensée, la puissance de l'instauration et le pouvoir de la vision, le pouvoir de la pensée. Ça, c'est le patriotisme aussi. Ce sont des différents critères. On va parler de la cour, on va parler de la technologie spécifique. C'est pour faire comprendre que le country brand est un élément essentiel et justement, c'est utiliser différentes plateformes. Un pays peut utiliser plusieurs plateformes. Peut utiliser plusieurs plateformes pour se faire connaître parce que c'est évolutif, ce n'est pas statique. Quand je dis d'utiliser plusieurs plateformes, c'est qu'un pays peut être à la fois connu pour sa gastronomie et peut être aussi connu en fait aussi pour son impact au niveau technologique, peut être aussi connu pour son impact au niveau touristique. Parce qu'on va parler des pays africains, spécifiquement dans les pays africains, il y a très peu de pays qui se sont lancés dans ce domaine-là. Ils ont plutôt créé un principe d'attractivité, ils ont généré un principe d'attractivité au différent du départ autour de la plateforme touristique. En plus simple, ils ont voulu valoriser et générer de l'attractivité autour du tourisme, du secteur du tourisme. On va parler comme ça de la Namibie qui l'a fait avec clairement, et même des films ont été créés, ont été développés simplement pour valoriser le côté sauvage de la Namibie, le côté naturel, le côté, je vais dire, typique, particulier. Pas montagneux, mais une raw African culture de la Namibie. Et c'est cette image-là parce que justement la Namibie avait utilisé ce principe-là et avait tourné des films et que des films hollywoodiens avaient été tournés en Namibie et spécifiquement avaient mis en avant ce côté-là, ce motif pour lequel en général on va associer dans la majeure partie des constructions des narratifs des films où on va parler de l'Afrique. On va associer ce côté nature sauvage au continent africain. Et on va considérer cela comme une généralité, alors qu'on est trop riche en fait pour cela. Voilà. C'est de cela que naîtra cette représentation sauvage en fait de l'Afrique. Maintenant, après, il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec Boro, le chanteur, je pense que c'est Boro, qui va arriver en Afrique et il va commencer à faire des orphelinats et présenter des enfants africains avec des enfants, des mouches partout qui sont. C'est une image, c'est un stéréotype de l'Afrique qui a été développé. C'est un stéréotype qui a été développé au travers du cinéma et qui a été représenté justement comme culture ou bien comme image ou comme réputation qui a permis à construire la réputation du continent comme un continent pauvre, comme un continent pas développé. Bien que ce soit le cas, mais pas dans tous les pays en fait. Et cela a créé une association négative pour le continent. Voilà. Pour le continent africain. Donc en Afrique, on a la Namibie, on a l'Afrique du Sud qui a réussi clairement son country branding. Et ils ont même été capables de, je ne sais pas si c'était en 98, de créer justement de faire c'était pas la Coupe du Monde, mais les Jeux Olympiques, c'était en Afrique du Sud en fait. Je pense que c'était en 98, si je ne me trompe pas. Et c'était la toute première fois qu'un pays africain. Tellement ils ont réussi leur country branding que ça au point où on n'est même pas sûr. Pas qu'on n'est pas sûr en fait, dans la psychologie, dans l'opinion publique, la psychologie publique en fait,
on n'associe pas l'Afrique du Sud, à l'Afrique en fait. Beaucoup de personnes disent que l'Afrique du Sud est comme un pays qui se trouve dans la mer Indienne. Pourtant, c'est un pays africain, Afrique, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Tellement ils ont réussi à construire, tellement ils ont réussi à construire une réputation solide et forte, que ça devient, c'est magnifique en fait. Donc voilà, le Nigeria, on a aussi le Nigeria, ça c'est l'un des plus grands pays africains qui réussissent jusqu'aujourd'hui au travers. Eux, ils utilisent quoi? C'est pas qu'ils, à part le pétrole, bien évidemment, mais ils vont utiliser le cinéma aussi dans leur cas de figure. Hollywood, c'est la deuxième industrie la plus puissante au niveau du cinéma, en fait, au niveau du cinéma mondial. C'est Hollywood. Je pense que c'est même Hollywood qui est premier, et puis vient Hollywood, et puis vient le cinéma indien, si je ne me trompe pas, mais et puis chinois encore. Il est entre la première et elle est le système, ce système-là, cette planète cinéma est entre la première et la deuxième place. Pourquoi? Parce que le cinéma joue un rôle essentiel dans l'expression de la réputation, de l'expression de l'identité culturelle d'un pays. La majeure partie des histoires, la majeure partie de la construction d'un pays, de la construction des stéréotypes ou des ensembles, des mots, bien des images associées à un pays viennent du cinéma. Parce que comment je vais connaître comment est un Nigérian, alors que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu, je ne les ai jamais rencontrés, non. C'est à travers le fait que je vois énormément de films nigériens, c'est parce que je vois énormément de ces films nigériens là que je peux déterminer quelles sont les villes au Nigeria, comment sont servies, quel est le comportement des Nigériens. Parce que ces éléments-là permettent, ce cinéma-là me permet de regarder et de comprendre et de me créer un ensemble d'images et de me construire un ensemble d'images qui vont permettre de créer un stéréotype que je vais associer à la personnalité de ce peuple-là et de dire que ok, les Nigériens sont comme ça. Ça peut être des termes négatifs. Dans la majeure partie des cas, on aura des termes négatifs. Dans la majeure partie des cas, on aura des termes positifs. Ça dépend de l'expérience que les individus ont avec cette culture. Ça dépend de l'expérience que les individus externes ont avec les individus du pays et les individus externes ont avec la culture, le pays ou le pays d'origine. Pourquoi il est essentiel de construire la réputation d'un pays ou de construire, de valoriser ou de promouvoir l'identité d'un pays? Ça permet déjà, dans un principe de globalisation, de localisation, ça permet déjà une forme de séparation, d'unicité, le fait de définir que nous sommes uniques parce que nous sommes ceci, nous sommes compétents, ceci, nous sommes ceci, nous sommes ceci. Ce sont des éléments qui sont essentiels, qui déterminent la particularité d'un pays. Et les pays de l'Afrique francophone doivent le savoir parce que j'ai comme l'impression que en réalité les pays de toute l'Afrique doivent le savoir parce que c'est quand j'ai comme l'impression qu'on est en 2024 mais ils n'arrivent toujours pas à comprendre qu'il est nécessaire que chaque pays valorise son identité. Chaque pays se construise une réputation. Il faut que vous compreniez que le country branding ou la marque ou la réputation d'un pays que l'image d'un pays n'est pas déjà statique, mais elle est automatique. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous le construisez ou non, chaque pays a une réputation. La réputation naît de l'expérience que les individus externes ont avec votre pays. La réputation naît de l'expérience que les clients, les touristes, les gens, la population même dit ce que dit. Ce que vous dites, vous-même la population, vous dites de votre pays, ça crée la réputation. Ce que les autres disent de votre pays crée la réputation. Si ce que la population dit est positif, parce que le positif est supérieur au négatif, tendanciellement, on va occulter le négatif. Mais si le négatif est supérieur au positif, on va occulter le positif. C'est-à-dire qu'en général, les personnes tendent, la psychologie humaine tend à valoriser les informations négatives par rapport aux informations positives. Il est essentiel il est essentiel pour chaque pays de développer la réputation de leur pays et de valoriser leur identité, leur terrain, leur nation. Pourquoi? Parce que ça permet aussi d'avoir un pouvoir sur le marché international. Que ce soit pour le petit vendeur, ou bien pour la marque, pour la maison, je veux dire, pour la nation, je sais même pas, pour le gouvernement, pour qui que ce soit, que ce soit pour le simple étudiant
qui va voyager dans un autre pays, qui va fréquenter dans un autre pays. Ou bien pour le simple vendeur de cacao. La réputation du pays d'où il vient définit son pouvoir au niveau de marchandage, au niveau des échanges internationaux. Je vais donner un exemple. Si un vendeur de café se lève aujourd'hui, c'est même le problème avec les vendeurs, les vendeurs de café que nous avons, bien les vendeurs, les agriculteurs, les entrepreneurs. Le pouvoir de marché des agriculteurs, le pouvoir des marchés des entrepreneurs, le pouvoir de la qualité, le pouvoir des produits des pays africains a un problème sur le marché international. Pourquoi? Parce que vu que notre pays la majeure partie des pays africains de l'Afrique noire ont une réputation négative en réalité, ont une réputation négative de peu experts dans un domaine ou bien au niveau du matériel ou bien de la technicité, ils ont une technicité très basse en réalité. Lorsqu'ils partent au niveau des marchés, des grands marchés pour proposer leurs produits, le produit est toujours vendu, est toujours acheté mais au niveau le plus bas. Pourquoi? Parce que la réputation de leur pays les suit. La réputation, je ne peux pas payer un sac de cacao à 10 000, un sac de cacao ghanéen à 10 000 lorsque je sais qu'au Ghana, la technicité, la modalité de production n'est pas bonne en fait. Lorsque je sais qu'au Ghana, la réputation du Ghana, ou bien les Ghanéens, il est dit du Ghana que le matériel qu'ils utilisent n'est pas du bon matériel. Lorsqu'il est dit du Ghana que les cultivateurs ghanéens n'ont pas les compétences pour me produire du cacao de manière professionnelle. Lorsqu'il est dit qu'ils ne sont pas dans un procédé industriel. Ça veut dire que si je paye aujourd'hui, demain, je risque de ne pas avoir la même qualité de produit. Voilà. Donc, ce sont ces éléments-là qui donnent aussi du pouvoir au niveau la réputation d'un pays, donc tout ce qui se dit du pays ou des informations. Parce que sachez que lorsque les investisseurs viennent investir dans un pays, ils font des recherches en fait. Ils font des recherches parce que tout le monde veut gagner, tout le monde veut gagner quelque chose en plus. Ils veulent avoir un truc en plus. Ils veulent s'assurer de faire la meilleure affaire, les meilleurs chiffres possibles au prix le plus bas. Alors, il faut qu'ils trouvent des arguments de vente et des arguments d'achat. Il faut qu'ils trouvent des arguments d'achat. Donc, ils se rendent compte que vous me produisez du bon café, du café original. Mais votre modalité de production, il est dit que votre modalité de production n'est pas de la plus professionnelle ou bien qu'il n'y a pas un contrôle qualité qui est fait. Je suis désolée, je ne vais pas payer ça au prix du marché. Je vais payer le prix bas comme ça, au plus bas parce que c'est moi qui vais faire. Moi, je vais faire la gestion de la qualité, le contrôle qualité plus tard. Moi, je vais faire le contrôle professionnel plus tard. Et donc, ce sont mes arguments du marché. Et lorsqu'ils partent, donc, ces agriculteurs vont sur le marché africain. C'est ce qui se passe. C'est la même chose avec les produits. Même le simple entrepreneur, le simple couturier, il va dire, OK, n'importe quel pays, prenons un couturier congolais, il va vendre une robe, il va faire une robe vraiment bien faite. Et il va vendre à 10 euros. Ici, en euros, il va vendre à 25 000. Mais quand ça arrive ici, ça arrive ici par rapport à la robe qui est faite ici, qui est faite en mass production. C'est même pas que c'est fait par le couturier, par un tailleur, c'est fait en mass production, donc dans les usines. Donc on n'a même pas la personnalisation du produit, la personnalisation du produit. On n'a même pas la main du tailleur, on a la main de la machine. Mais la robe qui est faite ici en Europe, qui est faite ici dans un pays étranger européen, aura un prix élevé. Parce que justement, on a ce problème de réputation qui est associé à pratiquement tous les pays africains, cette réputation de qualité, de professionnalité, de manque de qualité, de manque de professionnalité, de manque de technicité dans tous les domaines qu'ils soient. Je ne parle pas des talents, je ne parle pas des talents, je ne parle pas de l'individu, mais je parle de la construction de cette réputation-là. Donc, il est essentiel que chaque pays africain tienne compte de ça. C'est un procédé qui n'est pas, normalement, c'est un procédé qui n'est pas naturel. Ce n'est pas organique en fait. C'est-à-dire que c'est un procédé qui est pensé. C'est-à-dire qu'il y a un country manager. Il y a un country manager et qui rencontre en fait qui rencontre les bureaux du gouvernement et qui en parle, et puis après il va rassembler un ensemble de personnalités, un ensemble d'entreprises, un ensemble opérateurs locaux en fait. Et à partir de là, il va définir ses principes-là et ses systèmes, ses procédés marketing. C'est une vraie propre spécialisation. Mais dans la majeure partie des cas, mais dans le cadre du Cameroun spécifiquement, parce que c'est mon pays, dans le cadre du Cameroun, on n'a pas cela, mais on a plutôt une construction
un branding qui s'est fait, qui est en train de se faire, un branding, un country branding, excusez-moi, c'est qui a ma voisine qui babat. On a un country branding qui est en train de se faire de bottom up. Parce qu'en général, c'est de top down, mais là, on est en train de faire down top. C'est-à-dire que c'est la population qui, à travers les réseaux sociaux est en train de construire cette réputation-là, mais on est en train d'utiliser le principe de patriotisme, en fait. Et c'est une modalité de country branding, c'est un système de country branding qui fonctionne très bien. Ça fonctionne et ça a été déjà fait aux États-Unis, ça a déjà été fait en Mozambique. Ça a été spécifiquement visible pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis, mais on n'avait pas encore associé ce nom-là comme branding, country branding, parce que c'est seulement à partir de 2005 que naît vraiment le terme country branding avec Simon Hatfield. Mais ce développement, ce patriotisme, ce sursaut de patriotisme, ce regain de patriotisme naît vraiment, arrive vraiment au Cameroun à partir de la CAN en fait, à partir de la dernière CAN, lorsque tout le pays s'est levé. Tout le pays s'est levé pour défendre en fait la réputation du pays. Et c'était magnifique de voir cela. C'était magnifique de voir cela. Ils se sont levés comme un seul homme. C'était la même chose avec la musique de Viviane. Et voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que chaque plateforme, en fait, il y a différentes plateformes d'expression de cette modalité d'expression. J'ai parlé de patriotisme dans le cadre du Cameroun. Dans d'autres cas, on va parler du cinéma. Ils vont utiliser le cinéma. D'autres cas, ils vont utiliser le cinéma. C'est le cas avec Hollywood et avec Nollywood. L'expression du branding nigérien se fait avec Nollywood, en fait. Voilà, c'est avec Nollywood. C'est une des plus grosses machines. La même chose se fait aussi avec l'Afrique du Sud. Mais ils ont beaucoup différents secteurs d'activité. Ils ont différents secteurs qu'ils sont en train de développer. Que ce soit l'hôtellerie en Afrique du Sud, le tourisme, ils sont en train de développer. Même la gastronomie, mais tellement ils le font de manière raffinée, que c'est incroyable, en fait, c'est magnifique, en fait, comment ils sont en train de créer ce branding-là. Voilà. Comme je disais, il y a la mode, il y a la technologie, il y a l'éducation, il y a l'expertise. Quand je vais parler d'expertise, c'est d'avoir des individus compétents et experts dans leur domaine. Ou bien des talents, on va parler des talents sportifs, parce que ça permet, les talents sportifs aussi sont des ambassadeurs de l'image de ce pays à l'extérieur. C'est pour ça qu'en général, vous verrez beaucoup de Camerounais, on est fiers lorsqu'on dit on a telle personne dans tel pays, on a tel Camerounais qui fait ceci dans le domaine du sport, parce que ça met en valeur un secteur d'activité où on sait qu'il y a une grosse niche de potentiel, il y a une grosse niche de potentiel évident dans ce secteur d'activité-là, dans la nation Cameroun, en fait. Donc, le Cameroun est connu pour ça. C'est le cas en général dans tous les pays. Et voilà, c'est le motif pour lequel, et le cinéma aussi, voilà. C'est le motif pour lequel, sur cette page, on parlera de cinéma, la musique. Comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, je tiens à rappeler que la musique, c'est le thermomètre social. Qu'est-ce que j'appelle le thermomètre social? C'est l'instrument, l'unité de mesure, l'instrument de mesure qui permet de définir en réalité le niveau de respect, de contrôle, la considération des valeurs culturelles d'un pays. Voilà. Si dans un pays, actuellement, sans vouloir un peu couper, actuellement aux États-Unis, il y a cette bataille-là au niveau de la culture des Blacks américains. Pourquoi? Parce que les subcultures musicales sont en train de sortir, de développer un type de musique qu'ils estiment ne sont pas associés aux valeurs des Blacks américains, des Américains noirs. Parce que ça va vers du porno, c'est vraiment dédaigneux en fait. Dédaigneux et rabaissant pour les cultures de l'américain noir. Donc ce genre de musique sont en train de rejeter ce type de musique là. Voilà, ils préfèrent encore les anciennes musiques, ils vont préférer valoriser les anciennes musiques, mais les nouvelles, on va dire les nouvelles publics comme Lil Nas et consorts, ce sont des musiciens qui sont en train de rejeter parce qu'ils estiment que qu'ils n'arrivent pas à associer leur culture à ce type de musique là, parce que c'est vraiment une forme de dénigration de leurs origines. Voilà.
Donc, la musique, comme j'ai dit, c'est un thermomètre social parce qu'il permet de définir le niveau de valeur, en fait. À quel niveau sont les valeurs d'une culture? À quel niveau, quelles sont les valeurs de la culture? C'est que lorsque, dans une culture, vous retrouvez, comme je disais tantôt la dernière fois, lorsque vous voyez des chanteurs comme Mimi, Chris M et consorts, utiliser les traditions, retourner dans les traditions, ou même encore avec ce nouveau phénomène, avec ce phénomène de remix en fait des anciennes musiques, ou bien une chanteuse que j'ai découvert il y a pas longtemps, Sepo, qui m'a particulièrement, alors que j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce elle remodernise, elle réactualise la culture, les musiques camerounaises, les musiques d'attente camerounaises, que ce les musiques d'attente camerounaises, ou bien les chanteurs comme Ténor qui font du contrebasse en fait. Ce sont des monuments en fait de la musique d'antan qui ont décidé de ramener son goût du jour, et c'est magnifique parce que ça veut dire comment on va traduire ça du point de vue social. On va dire simplement qu'aujourd'hui, on est en train de retourner vers les traditions. Au-delà de ce qui se dit, au-delà de ce qui se fait, la jeunesse est en train de retourner dans les traditions, de faire retour sur ce magnifique. Et ça se retrouve dans la culture musicale, ça se revoit dans la culture musicale et c'est juste magnifique. Voilà. Quand je parle du cinéma ainsi, le cinéma c'est le premier écran, c'est le tout premier écran qui a été utilisé pour développer ou bien pour promouvoir la réputation du pays. Ça a été massivement utilisé par les États-Unis, surtout après la Première Guerre mondiale. Massivement, ça a été même une arme de destruction massive au niveau de visuel, parce que ça a permis de créer pas une déconsidération, mais un rabaissement, de mettre même fin à la guerre en réalité, parce que mettre fin à la guerre en réalité, pourquoi? Parce que c'est au travers de la télévision qu'on a su en fait qu'il y avait James Armstrong qui a marché sur la Lune, alors qu'il n'a jamais marché sur la Lune en réalité. À cette époque, il n'a jamais marché. Tout cela s'est fait dans les studios de Hollywood en fait. Mais du fait qu'on a monté Armstrong marcher sur la Lune en fait, automatiquement les gens se sont dit que les Américains sont au-dessus et nous on est en bas. Ça a créé une forme de re-ranking, de remodélation du pouvoir planétaire, et on a mis les États-Unis en haut. Et vous voyez un peu, c'est au travers de la télévision que ça s'est fait, au travers de la télévision que cet ensemble d'images, cet ensemble d'idées, cet ensemble de visions que les États-Unis avaient, ils ont réussi à le transmettre aux autres populations. Ce niveau, cette construction du niveau en fait du positionnement puissant des États-Unis au travers de la télévision, ce n'est pas au travers d'autres choses. C'est parce qu'on a vu à la télévision qu'ils sont puissants qu'on a dit qu'ils sont puissants. Sinon, toi, comment tu sais, les États-Unis là est puissant? Sinon, toi, comment tu sais? Parce qu'ils ont construit cela au travers. Ils nous ont montré cela au travers de la télévision. Jour après jour, quitte à mentir, quitte à raconter des conneries, mais ils avaient une trame en fait. Le but c'était simplement de montrer la puissance des États-Unis. C'était de montrer la puissance des États-Unis pour démotiver les autres nations en fait. Vous voyez un peu comment dire comment pour s'y les autres nations en réalité. Voilà. Et ça a réussi. Après combien d'années? C'est après combien? Ce n'est que avec l'avènement des réseaux sociaux qu'on se rend compte que entre la réalité, entre ce qui montre la réalité, c'est deux choses en fait. Vous voyez un peu. C'était le modèle, c'était la méthode qu'ils ont utilisée pour créer cette dénivellation entre les différents pays et eux. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle sur cette table, je parle énormément sur cette page du cinéma, parce que c'est la porte, c'est la première porte. Le cinéma, c'est la première porte. Que ce soit les films, que ce soit les séries, que ce soit les téléfilms, que ce soit tout ce qui est cinéma. Certains vont me dire, mais en tout cas, dans les réseaux sociaux, on peut avoir ces mêmes informations. Non, c'est pas la même chose. Les réseaux sociaux, je sais que les réseaux sociaux utilisent un principe, a été créé pour... Alors, les réseaux sociaux... Voilà, je voulais dire, désolé, les réseaux sociaux utilisent le principe d'obsolescence programmée. Le même principe qu'utilisent
que Apple en fait. C'est-à-dire que les informations que vous verrez sur les réseaux sociaux ont une durée de vie d'un maximum de 72 heures. Après 72 heures, l'intérêt de l'information que vous avez, de ce que vous appelez le buzz aujourd'hui, maintenant est effacé, c'est-à-dire est décadente en fait. C'est décadente automatiquement. C'est décadente. Après 72 heures, ça n'a plus d'intérêt. Mais ça reste inscrit dans la mémoire ça reste inscrit dans la mémoire informatique, dans la mémoire digitale, mais c'est décadent. Donc ce qui était intéressant il y a 3 jours n'est plus intéressant aujourd'hui. Ça utilise le principe de l'obsolescence programmée. C'est le même principe de Apple, parce que des iPhones, parce que vous allez vous rendre compte que chaque année ils mettent un nouveau produit sur le marché. Pour faire comprendre que l'iPhone qui était utilisé l'année dernière, l'iPhone 10 n'est plus intéressant. Maintenant, nous avons l'iPhone 11 est plus performant. Donc, si vous avez l'iPhone 10, c'est que vous êtes en retard. C'est le même principe. L'obsolescence programmée. Donc, ça veut dire des informations sur le méta en général en 72 heures, sur les réseaux sociaux, qui sont en 72 heures. Sur d'autres sites, quand même, c'est beaucoup moins. 72 heures. Ce qui fait que lorsque vous voyez une information sur les réseaux sociaux, leur durée d'impact à 72 heures, mais ça reste toutefois gravé dans la psychologie générale, dans la psychologie humaine en fait, dans le cerveau humain. Ça reste dans le cerveau humain. Ça reste comme parqué, vous voyez, un peu comme archivé dans le cerveau humain, et ça reste dans la mémoire digitale. Mais ça n'a pas un impact, ça n'influence pas tant que ça, le comportement des individus. Parce que par contre, un film ou une série télévisée tend à influencer, sur le long terme, parce que c'est la même histoire qui vous est racontée tout le temps. Lorsqu'on vous raconte la même histoire tout le temps, ça commence d'abord par s'insérer dans votre tête. Après, ça commence à s'archiver. Et puis, ça s'engrave sur votre cerveau. Et ça devient votre nouvelle compréhension de l'information donnée. Donc, le cinéma a beaucoup plus de puissance, en fait. Le cinéma a beaucoup plus de puissance que les réseaux sociaux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je parle du cinéma, je parle de la musique. Je vais parler de la musique généralement parce que je souhaite, parce que je regarde ça, parce que comme je disais tantôt, c'est un thermomètre social et ça a un impact sur l'image et la réputation du pays. Mais ça ne sera pas toujours de manière technique, ça sera pas de manière technique, mais plus ça sera de manière sémiotique. La sémiotique, c'est l'analyse des symboles et des signes à l'intérieur d'un contenu. Spécifiquement de la sémiotique cinématographique. Analyse des symboles et des signes à l'intérieur, des symboles, des signes et de leur sens à l'intérieur d'une production cinématographique. C'est clair que la musique aussi, c'est une production, c'est un contenu. C'est vrai que ce n'est pas cinématographique, mais ça utilise en réalité les mêmes principes. Donc, en réalité, moi, je vais plus étudier la sémiotique à l'intérieur pour analyser cela. Mais dans le cinéma, je parle en général de la production et tout ce qui a à voir avec, et de l'impact que cela a cela, et de savoir, et de l'impact que cela a sur le brand Cameroun, et aussi de l'influence que ça peut avoir. Je peux aussi parler, m'arrive aussi souvent de parler, en général de parler des acteurs aussi. Parce qu'il faudrait que l'acteur puisse se transmettre de manière, l'histoire telle qu'elle, pour que ça puisse avoir l'influence nécessaire, ça puisse jouer sur la psychologie de la personne qui regarde. C'est le motif pour lequel j'ai créé cette page. C'est vrai que j'avais dit, si j'arrive à 1000 subscribers, parce que j'avais dans longtemps que j'ai commencé, je suis inconsistante. Mais bon, j'avais subscribe, j'avais des idées que je devais parler d'autres choses, je devais parler de moi, mais bon, je vois pas l'intérêt. Voilà, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de laisser des commentaires si ces sujets vous intéressent, parce que c'est de ça qu'on parle ici.